Je m'appelle Matteo Treliani, je suis chercheur à l'Université du Luxembourg et je suis chercheur associé au séisme à l'Université Paris 3. J'ai présenté une conférence sur la problématique de la publication des archives audiovisuelles. J'étais invité par Milad Douei. Je vais essayer un peu de porter à votre attention une série d'exemples qui mettent en question un cas en particulier, et qui est le cas de la publication des archives audiovisuelles, de la publication des archives audiovisuelles, c'est-à-dire de la mise à disposition des archives audiovisuelles et pour les grands publics en particulier. Donc au cours de mes recherches que j'ai effectuées à l'Institut national de l'audiovisuel, j'ai travaillé justement sur la mise en ligne des archives et donc leur mise à disposition pour les grands publics. Et c'est là pour l'INA poser un problème d'un point de vue que l'on pourrait dire interprétatif. Il fallait répondre à la question suivante, qui est: est-ce que l'effet d'échanger du contexte de l'archive peut mener à un changement du sens de l'archive? Est-ce que ça peut impacter l'authenticité et la fiabilité du document? Ce qui constitue bien évidemment un problème d'ordre éthique et aussi déontologique pour un institut qui est censé conserver, sauvegarder et valoriser son patrimoine audiovisuel. Or, je rappelle que l'INA est un établissement public qui a pour but la conservation et la valorisation des archives audiovisuelles, et ces archives sont la totalité des heures diffusées à la télévision et à la radio française, la totalité depuis 1974, depuis que l'INA a été conçue. Et l'INA en assure les dépôts légaux, donc comme la Bibliothèque nationale de France assure les dépôts légaux des textes écrits, bien l'INA assure les dépôts légaux des documents audiovisuels et radiophoniques, des émissions de la radio. Or, dans sa mission de valorisation, pour faire simple, on peut le voir aussi à partir du contrat d'objectifs et des moyens. C'est un contrat qui est établi tous les 4 ans entre l'État et l'INA, l'Institut national de l'audiovisuel. Donc ici, on voit les contrats d'objectifs et des moyens entre l'INA et l'État entre 2010 et 2014. Et bien ici, déjà, on présuppose l'accessibilité des documents. C'est-à-dire que c'est dans les contrats entre l'INA et l'État que l'on donne comme mission à l'Institut national de l'audiovisuel de mettre en ligne, de rendre accessibles ces archives. Et on voit qu'il y a une vraie quantification du nombre d'heures qui doit être accessible ici pour les professionnels en milieu d'heure, mais là aussi pour les grands publics. Et on voit que la croissance depuis 2009 est non pas exponentielle, mais quand même c'est une croissance assez importante, et ça fait quand même partie donc des objectifs de l'INA, donc des objectifs de ce que l'on donne à l'INA comme mission. Or, cela fait partie donc évidemment des lois françaises en matière, mais ce type d'approche, on peut également le retrouver dans les recommandations de la Commission européenne. Et il y en a une en particulier qui a été écrite en 2011, intitulée La stratégie numérique pour l'Europe, où on sollicite les États membres à publier en ligne des documents dans les sites Europeana ou dans les sites Uscreen, qui est la version audiovisuelle d'Europeana. Donc Europeana, j'imagine que tout le monde les connaît. Et Uscreen est la version audiovisuelle, le projet audiovisuel d'Europeana, qui avait été d'ailleurs copiloté par l'Institut national de l'audiovisuel, justement. Or, les exemples que je vais présenter sont, de mon point de vue, utiles afin de comprendre deux choses. En premier lieu, la dimension que j'appellerais la dimension sémiotique des documents. L'idée que je souhaite défendre, c'est en quelque sorte l'importance d'une dimension interprétative des archives et l'effet qu'une publication qui agit sur une dimension qui est exclusivement
logistique ou de la transmission ne tient pas forcément compte de certains aspects herméneutiques liés à l'interprétation des documents. Et en deuxième lieu, cela mène à une critique de ce que l'on pourrait qualifier d'idéologie, de mon point de vue. Idéologie d'un côté de l'accessibilité et de l'autre de la transparence. Alors, je parle d'idéologie en tant que structuration des valeurs, et je pense que l'on peut affirmer aujourd'hui que l'accessibilité et la transparence ont des caractères idéologiques en quelque sorte. Ils ont du moins un caractère normatif au sens où elles conduisent et elles dirigent en quelque sorte les stratégies et les politiques patrimoniales. Donc la transparence, par exemple, n'est plus juste un moyen comme l'était à l'époque de la Révolution française, moyen démocratique pour rejoindre quelque chose d'autre, mais bien une finalité en quelque sorte dans certaines des politiques mises en œuvre par les institutions. Et dans ce contexte, démontrer qu'une archive ne parle pas toute seule me semble nécessaire afin de comprendre le rôle des sciences humaines dans la gestion et dans la valorisation du patrimoine numérisé et numérique. Donc je vais prendre ces deux concepts, les concepts donc d'accessibilité en premier lieu et celui de transparence en deuxième lieu. Alors, que signifie rendre accessible une archive? Alors, on peut partir de l'idée que les archives ont toujours été accessibles, c'est-à-dire qu'on pouvait les consulter. On pouvait les consulter sur place, par exemple, aux archives nationales. Et bien, dans les cas des archives audiovisuelles, on pouvait les consulter à la Bibliothèque nationale de France ou dans les sièges de l'INA éparpillés sur les territoires français. Donc ici, par exemple, une photo de la salle P de la BNF. Donc tous ceux qui ont travaillé sur les archives audiovisuelles savent qu'à la salle P de la BNF, on peut accéder aux documents de l'INATEC à travers une interface assez complexe, mais quand même assez performante. Donc on va sur place, et sur place on a des critères qui règlent en quelque sorte l'accès aux archives. Il y a un filtre, donc en quelque sorte, une sélection des documents que l'on peut visionner, mais aussi une sélection des gens qui peuvent y accéder. Il faut être un chercheur, par exemple, il faut payer une carte d'inscription, justifier d'une recherche, et ainsi de suite. Un filtre à l'entrée. Or, la mission des filtres et des sélections est bien évidemment constitutive du concept même d'archive. Bon, je cite, je sais pas, tout le monde en a parlé, des Foucault, Arlette Farge, mais la sélection et les filtres font bien évidemment partie, sont en quelque sorte consubstantives à la notion même d'archive. Là, on voit les archives secrètes du Vatican. Mais que se passe-t-il avec les numériques? Alors, en premier lieu, cet accès, donc on avait déjà accès aux archives audiovisuelles. Que se passe-t-il avec la numérisation? En premier lieu, cet accès devient un accès à distance. Donc la numérisation est en quelque sorte, en premier lieu, une délocalisation, au moins une possibilité d'accès à distance. Avant, il fallait se rendre sur place, aller à la salle P de la BNF. Maintenant, je peux accéder aux archives à la maison. Alors, bien évidemment, dans tout ça, les projets des Europeana est déjà un projet assez intéressant, car un chercheur français peut accéder aux archives audiovisuelles de l'ARD allemande, par exemple, sans devoir aller à Berlin. Cela permet quand même beaucoup de travaux, de recherches qui n'auraient pas été possibles, ou du moins qui auraient demandé beaucoup d'efforts financiers en termes de voyages auparavant. Mais en deuxième lieu, il y a une deuxième question, et c'est l'accessibilité pour le grand public. Car à la salle P de la BNF, comme on disait, il y avait un filtre, et les filtres demandaient des recherches. Donc on pouvait accéder aux archives de l'INA, mais pour des finalités bien précises, il fallait justifier donc des recherches. Aujourd'hui, les archives que l'on demande à l'INA de mettre en ligne sont accessibles pour tout le monde, donc pour le grand public. Il y a donc un changement du côté du public. On n'a plus un public sélectionné, mais tout le monde peut y accéder sans distinction.
Et c'est là, si l'on lit les recommandations de la Commission européenne en matière, par exemple, c'est fait dans un critère de transparence, comme on disait, soit dans l'idée que la transparence soit une dimension démocratique essentielle, un critère donc habermasien en quelque sorte, là où la publication des actes gouvernementaux devait garantir les contrôles des gouvernements de la part des citoyens, donc les partages en quelque sorte du savoir, et donc les partages du savoir aussi sur les actes du gouvernement. Donc ce n'est pas un hasard si dans les dernières années, bon, je sais que ce n'est pas très scientifique d'utiliser Google Ngram Viewer, mais bon, ça nous donne au moins une idée, un indice sur ce que l'on veut dire. Eh bien, on voit qu'il y a quand même une augmentation exponentielle excusez-moi, du terme archive dans les livres numérisés par Google à partir des années 80. Donc ça augmente, là on a transparency en anglais, mais en français c'est plus ou moins la même chose. On voit donc que la présence du terme transparence augmente à partir des années 80, quand même pas des années 90, donc avant le numérique. Mais donc les deux choses se font ensemble. Il y a d'un côté les numériques commencent à arriver, et de l'autre on commence à parler de transparence, et donc on commence à parler du fait qu'il faut pouvoir accéder aux sources en dépassant les intermédiaires. C'est-à-dire qu'il faut accéder à la source du savoir sans passer par les intermédiaires qui sont censés les réinterpréter une donnée. Donc dans l'idée de transparence, on présuppose que l'effet de donner à voir quelque chose directement sans intermédiaire, là où dans les cas des archives audiovisuelles, serait par exemple, les intermédiaires seraient par exemple les historiens des médias, nous permet d'accéder à une information sans filtre, donc non interprétée, car si cette information avait été interprétée au préalable, évidemment, on tomberait dans un problème de départ, et donc on n'aurait pas accès à la source. Et c'est là donc que le numérique acquiert un rôle essentiel, afin de donner accès sans toucher les documents. Comment faire pour donner accès à un document sans les toucher, sans les réinterpréter? Bien, on les délègue à la technique. Donc on les délègue au numérique, on les met en ligne. La publication des archives, donc, présuppose une délégation à la technique. On doit forcément passer par le numérique afin de rendre accessibles les archives. Sauf que dans cela, la technique est perçue comme autre, non signifiante. Dans l'idée de transparence, on présuppose que ce qui donne à voir, les dispositifs qui donnent à voir, donc le dispositif technique qui donne à voir, se cache. En fait, c'est quelque chose qui fait partie de l'idée même de transparence. Une vitre est transparente lorsqu'elle nous donne à voir quelque chose qui se trouve au-delà de la vitre. Mais afin de pouvoir voir quelque chose au-delà de la fenêtre, il faut que la fenêtre ne se voit pas. Il faut que je ne vois pas la vitre qui s'interpose entre moi et ce qu'il y a de l'autre côté. Donc la transparence présuppose en quelque sorte que les dispositifs qui donnent à voir se cachent à nos yeux, que l'on puisse passer de l'autre côté. On a donc les archives d'un côté, qui seraient dans cette vision des choses, bien évidemment, une sorte d'objectivation du savoir historique. Or, cela n'est pas quelque chose que l'on retrouve que dans les... C'est pas quelque chose que l'on retrouve que dans les recommandations de la Commission européenne, par exemple, mais c'est quelque chose que, si vous lisez Petite Poussette de Michel Serres, Michel Serres affirme que les savoirs est objectivé dans les archives, dans les données, et qu'on n'aura plus besoin d'intermédiaires car on a accès directement au savoir. Donc même les philosophes défendent cette idée d'objectivation du savoir. Donc même en gardant les choses de cette manière, on a d'un côté la source du savoir, donc l'archive, et évidemment il faudrait pouvoir admettre que l'archive n'est pas du tout la source du savoir, mais pas chronologiquement du moins, mais c'est plutôt des traces, des indices qui permettent de reconstruire le savoir de la part de quelqu'un qui travaille, des chercheurs, des historiens, ainsi de suite. Mais bon, admettons d'avoir l'archive d'un côté, de l'autre les usagers ou les citoyens qui peuvent y accéder, et au milieu quelque chose qui fait office d'intermédiaire,
et qui est les dispositifs, l'interface numérique. Quand on publie en ligne les documents d'archives, on a une interface numérique à laquelle on a délégué la publication, et cette interface finit par faire office d'intermédiaire, s'agissant de quelque chose de nôtre, s'agissant de quelque chose de technique, on doit l'apercevoir comme quelque chose qui n'est pas signifiant. Quand on publie donc des archives en ligne, un dispositif numérique fait l'intermédiaire, et dans l'idée de la publication et d'accessibilité, il me semble qu'il soit donné que celui-ci se fasse transparent, du moins non signifiant. C'est le rôle herméneutique du dispositif qui se cache. Alors, l'idée que je souhaite défendre est un peu la suivante. Nous pouvons affirmer que les dispositifs donnent lieu en forme d'interaction avec les contenus. Donc, un dispositif numérique, par exemple, un ordinateur. Or, on sait très bien qu'au cinéma, par exemple, on a un dispositif bien particulier, donc on a une certaine manière de regarder un film. Déjà à la maison, la situation change, et à l'ordinateur, ça change encore plus. Or, il est évident donc que l'interaction est différente. C'est le dispositif qui régit notre interaction avec les contenus, qui se fait l'intermédiaire et qui décide de comment nous, on va interagir avec les contenus. Dans la salle cinématographique, on interagit avec les contenus du film d'une certaine manière. À la maison, devant un ordinateur, on interagit d'une manière différente. Or, l'idée que je souhaiterais mettre en avant, c'est que les régimes d'interaction, donc on peut appeler cette interaction un régime, disons que les dispositifs donnent lieu à un régime d'interaction, une certaine forme d'interaction avec les contenus, eh bien, ce régime d'interaction est lié d'une manière ou d'une autre à ce que l'on pourrait appeler un régime des croyances. Qu'est-ce qu'un régime des croyances? Le régime des croyances, ce serait un cadre qui décide du statut d'objectivité du contenu. Je m'explique, les genres télévisuels, par exemple, c'est un régime des croyances. Quand je regarde un journal télévisé, j'ai un régime des croyances qui décide du statut d'objectivité des images que je vais voir. Donc évidemment, si je regarde un journal télévisé, je vais croire que ce que l'on me donne à voir, c'est des images qui concernent la réalité. Si on parle d'actualité, on parle du moins du même monde dans lequel on vit, nous, quand on regarde la télévision. Je crois, en d'autres termes, à la vérité de ce que les présentateurs me racontent, ou du moins au fait que les faits racontés appartiennent au même monde que celui où je me trouve. Si je change de chaîne et je me retrouve sur les experts sur TF1, évidemment, on a un autre régime de croyances, donc on a un autre genre, et même si on avait les mêmes images, je ne vais plus croire dans le même type d'objectivité sur les contenus. Le régime des croyances a changé, les gens décident du statut de ce que je suis en train de voir. Donc c'est une décision concernant le statut d'objectivité des contenus que les dispositifs me donnent à voir. Or, l'hypothèse à laquelle je suis arrivé après les recherches sur la publication des archives audiovisuelles, c'est que le dispositif peut impliquer, à travers une forme d'interaction, un régime de croyances sur le contenu. Et donc, il peut décider de notre manière de lire ces contenus. Les dispositifs ne seraient donc pas neutres, pas du moins du point de vue sémiotique ou interprétatif, mais il aurait un rôle essentiel dans notre manière d'apprendre les contenus diffusés. Et les exemples que je vais essayer de vous montrer, qui sont tirés de mes recherches, visent à valider ce que dans cette exposition serait donc une hypothèse, mais qui finalement c'est le résultat des recherches. Or, je prends cet exemple pour commencer, et c'est un reportage de l'ORTF de 64, où on parle du déplacement de la Tour Eiffel. Donc c'est un reportage d'un journal télévisé, on est en 64, et ici on a l'interview d'un ingénieur qui explique qu'ils sont en train de déplacer la Tour Eiffel d'une centaine de mètres. On voit des travaux en cours, on interviewe les gens qui passent pour leur demander qu'est-ce qu'ils pensent du déplacement de la Tour Eiffel. Et la chose intéressante, c'est que quand l'INA a mis en ligne ce document, c'était en 2011, si je ne me trompe pas,
pas mal des blogueurs se sont demandé si la tour Eiffel avait été véritablement déplacée. Et en particulier, dans ce blog-là, on parle du mystère de la tour Eiffel, c'est le plus intéressant. Donc, cette blogueuse qui s'appelle Marion explique qu'elle a entendu l'information à la radio. Donc évidemment, France Inter avait relayé l'information du déplacement de la tour Eiffel. Et donc elle dit qu'elle avait entendu cette information qui l'avait quand même étonnée. Et après une brève recherche sur la toile, j'ai retrouvé une archive de l'INA de 1964 contenant une interview d'un ingénieur. Donc une archive de l'INA, déjà deux mots assez importants à souligner. S'agissant d'une archive, c'est la preuve d'un événement. En plus, c'est une archive de l'INA, donc de l'Institut national de l'audiovisuel, qui normalement ne devrait pas faire des blagues avec ces documents. Et les points auxquels ces blogueurs étaient arrivés, afin de s'expliquer quelle était où se trouvait l'erreur, c'était qu'il s'agissait très probablement d'un projet inachevé. Donc, ils avaient peut-être voulu déplacer la tour Eiffel, mais entre-temps, ils ont changé d'avis, ils se sont rendus compte que ce n'était pas faisable. Donc si on regarde la vidéo, en plus, c'est intéressant parce qu'on explique que la tour Eiffel va être déplacée au-dessus de l'école militaire. Donc quelque chose de quand même pas très crédible. Alors évidemment, il suffit de regarder la date, c'est le 1er avril 1964, et il s'agissait donc d'un poisson d'avril. À l'époque, en 2011, où on avait publié ces documents, dans la notice descriptive, on n'expliquait pas du tout, donc vous savez comment on fait les notices descriptives au dépôt légal de la télévision. Il faut être le plus objectif possible, et donc il ne faut pas donner aucun jugement des valeurs sur le contenu, ni expliquer le contexte. Donc on expliquait tout simplement qu'il y avait l'interview d'un ingénieur qui expliquait où allait être placée la tour Eiffel, et ainsi de suite. Et donc même en lisant la notice descriptive, les blogueurs n'avaient pas d'informations sur les genres du document. Et récemment, on a ajouté la date en haut à gauche. Donc vous voyez qu'on a la vidéo, mais c'est marqué 1964, ce qui quand même détourne l'attention de la date en bas, où on a 1er avril, et donc 1er avril aurait permis de comprendre de quoi il s'agissait. Mais alors, cet exemple permet de souligner au moins 3 questions. Évidemment, c'est un exemple extrême. Donc, tout d'abord, il y a un changement du mode de lecture du public. Alors, je n'ai pas de données là-dessus, je n'ai pas fait des recherches sociologiques, je suis un sémiologue, mais je suis sûr qu'à la salle P de la BNF, il n'y aurait pas eu de problème. C'est-à-dire qu'on aurait quand même fait attention à la date, du moins, on aurait quand même comparé les sources, on aurait essayé d'aller en profondeur pour comprendre le document. Publié en ligne, donc regardez comme n'importe quel document de YouTube, les documents sont reçus différemment, donc d'une manière sûrement moins attentive qu'à la salle P de la BNF. Donc ce n'est pas juste un changement du public, ce n'est pas juste que le public est différent, mais c'est un changement du mode de lecture du public. Moi-même, je me rends compte que quand je regarde des vidéos sur ina.fr, je n'ai pas la même attention que les vidéos regardées à l'INATEC. Donc c'est une question d'économie de l'attention, comme on sait, l'écologie de l'attention, comme on a souvent parlé, mais cela implique que déjà l'effet de publier en ligne, donc de changer des médiums, implique un changement du point de vue de la réception. Et la deuxième question qu'il faut se poser, c'est pourquoi Marion croit-elle dans la véracité du document? Pourquoi elle n'arrive pas à comprendre qu'il s'agit d'une blague ou elle ne va pas chercher la date? Donc il y a tout d'abord un premier régime de croyance qui est celui du genre télévisuel. Ici, on a un journal télévisé de l'ERTF. S'agissant d'un journal télévisé de l'ERTF, on s'imagine que le monde raconté, c'est un monde de l'actualité, un monde réel. En deuxième lieu, on a un deuxième régime de croyance, un deuxième genre qui se superpose à celui du journal télévisé, et c'est celui de l'archive. Donc l'archive, ici, est entendue comme la preuve d'un événement. Donc pour Marion, encore plus, elle est allée chercher l'archive, et l'archive devait vérifier quelque chose qu'elle connaissait déjà. Et en troisième lieu, on a ce que l'on pourrait appeler un régime d'autorité, qui est l'INA. Donc les logos de l'INA, comme quand on regarde les journaux télévisés qui réutilisent des allocutions de De Gaulle, par exemple, dès qu'on voit les logos de l'INA, on peut s'imaginer que c'est des
des archives authentiques, que c'est des archives donc fiables, qui ont été vérifiées, qui n'ont pas été manipulées, et donc on peut croire dans les contenus de ce qui nous est montré. Troisième question, c'est donc les changements des médiums. Les documents n'est plus diffusés dans les flux télévisuels, donc on a un changement, une rémédiation. Il n'est plus diffusé dans les flux télévisuels de l'ERTF, donc de manière ponctuelle le 1er avril, mais il est disponible, donc accessible dans une base de données, et donc accessible tout le temps, les 2 avril et le 3 avril aussi, et donc on ne se retrouve pas dans la situation où la blague aurait pu marcher quand même, vu que l'archive est disponible tout le temps dans une base de données. On peut donc affirmer que l'archive publiée en ligne subit 2 phénomènes conjoints, 2 formes de ce que l'on pourrait appeler recontextualisation, c'est-à-dire des changements de contexte. Donc, en étant sémiologue, j'ai des formations professionnelles, je parle tout le temps des contextes, même si on n'a pas de texte, ici on a un document audiovisuel, bon, ça fait partie du passé structuraliste. Donc une première recontextualisation serait un changement de médium, donc ce qu'on appelle une rémédiation. Il y a un médium qui représente un autre médium, un changement du support de diffusion. Les reportages de télévision rediffusés par Internet, numérisés donc, n'est plus reçu dans le cadre de l'écran du téléviseur, mais dans une base de données d'un site Internet. De la même sorte, un film, par exemple, n'est plus regardé en salle de cinéma, mais dans un écran d'ordinateur ou tablette, ce qui implique des conséquences d'un point de vue herméneutique, interprétatif, de grande importance, mais aussi d'un point de vue esthétique qu'il faut interroger. Et en deuxième lieu, on a une deuxième forme, même plus importante, de recontextualisation. Et cette deuxième forme est, je dirais, consubstantielle à la notion même d'archive. Il s'agit d'un changement du contexte historique, un changement des références socioculturelles que l'on utilise pour interpréter, pour comprendre les documents. Aujourd'hui, on ne connaît pas ce que les publics de 1964 connaissaient et vice-versa. Du coup, notre manière de regarder, notre manière de comprendre l'archive sera forcément différente. Donc on a 2 formes de recontextualisation, on a 2 formes de changement de contexte qui ont forcément lieu lorsqu'on publie l'archive en ligne et lorsqu'on fait face donc au grand public auquel on est censé donner, rendre accessibles ces archives. Donc je vais traiter ces 2 questions qui étaient au cœur de mes recherches doctorales. Donc, pour commencer par la première, voilà, ici j'ai pris ces sites internet qui s'appelle Europa Film Treasures. C'est un site internet qui a été édité par la maison de production Lobster Film, qui s'occupe beaucoup d'archives, de restauration d'archives cinématographiques. C'est une maison de production parisienne. Alors, juste pour la petite histoire, il faut savoir que Europa Film Treasures regroupait pas mal des documents audiovisuels rares de presque toutes les cinémathèques européennes. Lobster Film reprenait les bobines, numérisait les documents et les mettait en ligne. Les sites étaient financés par les programmes médias de la Commission européenne. Si je ne me trompe pas, en 2013 ou en 2014, en 2012, à l'inauguration de l'année de la Commission européenne, Barroso avait cité Europa Film Treasures comme l'un des meilleurs exemples de valorisation du patrimoine audiovisuel. Et l'année d'après, on a coupé le budget et les films a fermé, les sites internet a fermé. Or, aujourd'hui, heureusement, ils ont pu trouver un autre hébergement et vous pouvez trouver, non pas les mêmes sites, toute l'interface a changé, mais on peut retrouver dans le site de arte.tv pas mal des documents de Lobster Film. Ils ont trouvé un hébergement, heureusement. Bon, alors le premier problème, comme je disais, c'est le problème de ce qu'on appelait rémédiation, donc changement du support médiatique, changement des médiums. Et ici, j'utilise donc un document cinématographique du passé, de 1914, parce que là, les contrastes deviennent encore plus évidents. Et on comprend qu'il y a un rapport conflictuel entre l'image et son contexte.
En quelque sorte, on pourrait dire que chacun lutte pour la reconnaissance, et les contrastes, bien évidemment, sont encore plus évidents lorsqu'on a un document audiovisuel du passé, presque en noir et blanc, on dirait d'un film, des images filmées qui viennent d'un autre temps. Alors il y a tout un tas de questions que l'on pourrait évoquer sur la diffusion en ligne des documents audiovisuels, évidemment. Mais pour faire simple, on peut résumer dans le fait qu'on a pas mal de distractions. On a déjà parlé de l'économie de l'attention. On a des couches de médiation, on a les sites internet, l'ordinateur. On a un changement du type d'expérience. On passe de l'expérience publique, de l'expérience collective de la salle cinématographique, à une expérience intime, une expérience privée. Et on a aussi un changement des temporalités. Et c'est très probablement les changements les plus importants auxquels les documents audiovisuels sont obligés de se soumettre. En gros, les documents audiovisuels nous imposent sa temporalité, les films nous imposent sa temporalité, on est obligé de les suivre du début à la fin afin de pouvoir suivre les images et les comprendre. Alors que là, la temporalité du site internet n'est évidemment pas la même. Nous, on peut choisir quoi regarder avant et après. On a donc deux temporalités qui contrastent en quelque sorte, ce qui implique évidemment un effet des distractions. Il y a un problème aussi d'interactivité. On peut interagir sur le contenu. Donc, dans les théoriciens du cinéma aiment citer une phrase un peu, une provocation de Peter Greenaway, le réalisateur Peter Greenaway, qui affirmait que le cinéma est mort en 1983 avec l'invention de la télécommande. Bon, évidemment, c'est une provocation un peu ridicule, mais c'est là juste à la valeur d'expliquer qu'en effet la télécommande, donc les premiers outils qui nous donnent la possibilité d'interagir sur les documents audiovisuels, c'est le premier élément qui déjà casse la continuité du flux et qui donc modifie l'expérience cinématographique. Et cela n'est pas quelque chose qui est forcément lié au numérique d'ailleurs, c'est quelque chose que l'on retrouve déjà dans les passages de la salle de cinéma à la télévision, par exemple. Juste pour s'amuser, je cite Roland Barthes, qui déjà en 1975 parlait de ces problèmes, et il affirmait que dans ces noirs du cinéma, noirs anonymes, peuplés, nombreux, où la nuit, la frustration des projections dites privées, gît la fascination même du film, quel qu'il soit. Évoquer l'expérience contraire à la TV, qui passe elle aussi des films, nulle fascination, les noirs y gommés, l'anonymat refoulé, l'espace est familier, articulé par les meubles, les objets connus, dressés, l'érotisme, disons mieux pour en faire comprendre la légèreté et l'inachèvement. Par la TV, nous sommes condamnés à la famille, dont elle est devenue l'instrument ménager. Donc récemment, Jost m'expliquait que Barthes n'avait ni des familles ni des télévisions à la maison, donc cela explique peut-être sa haine contre les médiums télévisuels, mais déjà ça montre en effet des remédiations, un changement des médiums et donc un changement des effets esthétiques liés à la réception du contenu audiovisuel. Un changement donc des dispositifs, vu qu'on passe de la salle à laquelle on était habitué à la télévision, et donc dans une situation, dans un contexte de réception complètement différent, et on arrive jusqu'à l'ordinateur, contexte encore plus différent, pour arriver dans le futur, mais un futur très proche, vu qu'INA.fr, par exemple, est en train de développer des applications pour les tablettes, pour arriver donc aux dispositifs mobiles et tactiles. Donc le changement du dispositif, évidemment, implique un changement du point de vue de la réception du document. Dans le cas de l'audiovisuel, c'est quelque chose de très important, surtout d'un point de vue esthétique. D'un point de vue esthétique, cela impose une distraction, impose une distanciation vis-à-vis du contenu qui a une importance qui est même essentielle pour la réception du document audiovisuel. Donc cela est un premier problème que l'on peut comprendre, c'est le changement des médiums, et le fait donc que quand on passe une bobine
on la numérise et on la met en ligne, tout ne se passe pas comme si on était encore dans une salle de cinéma ou encore à la télévision. On a un changement dont il faut évidemment tenir compte, un changement qui ne peut pas être un problème qui ne peut pas être résolu facilement, mais un problème quand même auquel il faut faire face. Donc là, on n'a pas le temps de les faire, mais par exemple, si on compare les sites internet d'Europe à Film Treasure que je vous ai montré et qui a été fermé, et les nouveaux sites internet hébergés par Arte.tv, on voit déjà que d'un point de vue purement ergonomique, ces questions sont prises en compte d'une manière assez simple, mais assez efficace par l'interface. Donc le deuxième problème est par contre un problème donc des changements du contexte historique. La chose importante à mon avis, c'est que en ce qui concerne le dispositif, en ce qui concerne les changements des dispositifs, si l'on utilise la conceptualisation du dispositif que tout le monde cite, c'est-à-dire celle de Foucault, reprise récemment par Agamben, la chose intéressante, c'est que le dispositif n'est pas juste un ensemble de relations entre éléments hétérogènes, mais ça implique aussi un processus de subjectivation, c'est-à-dire un processus de conception, de constitution du sujet. Donc en quelque sorte, on pourrait se dire que dans la relation entre les films projetés en salle, par exemple, ou les documents audiovisuels montrés dans les sites internet, et l'usager ou les spectateurs qui reçoit, qui rentre en interaction avec les contenus, eh bien, le dispositif décide des rôles et donne un rôle, par exemple, au sujet, constitue son sujet. Donc, très simplement, quand on est devant un ordinateur, on a des usagers, alors que devant, dans une salle de cinéma, on a des spectateurs. Les mots lui-même le dit, l'usager est actif, il agit, alors que les spectateurs, ça vient des spectos, il regarde, donc il est dans une situation physiquement passive et cognitivement active. Il regarde les films en restant immobile. Donc le dispositif a une relation qui décide les rôles du sujet dans son interaction avec l'individu. Et cela a une implication, une conséquence pour le deuxième problème que l'on peut appeler recontextualisation historique ou recontextualisation diachronique, si on était structuraliste, c'est-à-dire un changement des références socioculturelles que l'on utilise pour interpréter, pour comprendre un document du passé. Alors, je vais prendre cet exemple. Là, évidemment, on ne parle pas d'audiovisuel, mais ça permet de comprendre. C'est un exemple que l'on retrouve dans un livre de Panofsky, dont maintenant j'oublie les noms, la perspective conforme symbolique, c'est le dernier article de la perspective conforme symbolique. Et donc Panofsky, il analyse ces tableaux. C'est un tableau du XVIIe siècle, un tableau vénitien du XVIIe siècle. L'artiste est très probablement Francesco Maffei. Et les critiques d'art qui en premier parlent de ces tableaux, Frocco, dans les années 20, il explique qu'il s'agit de Salomé avec la tête de Jean-Baptiste, chose qui semble assez évidente. On a Salomé, on a la tête de Jean-Baptiste posée sur un plateau, comme dans l'épisode biblique. Mais Panofsky se pose une question et se dit, mais pourquoi elle porte une épée à la main gauche? Alors on sait que dans l'épisode biblique, Salomé a fait tuer Jean-Baptiste, mais elle ne l'a pas tué directement. Donc une réponse possible serait que l'épée à la main gauche montre qu'elle ne l'a pas fait directement, mais elle l'a fait faire à quelqu'un d'autre, que c'est sa faute qui est représentée par l'épée. Mais ce n'est pas la bonne réponse selon Panofsky. Et Panofsky s'est dit, on pourrait penser qu'il ne s'agit pas de Salomé avec la tête de Jean-Baptiste, mais qu'il s'agit plutôt de Judith avec la tête d'Holoferne. Il y a beaucoup de têtes coupées dans la Bible. Donc là, on a Judith et Holoferne des Caravage, où on voit que l'épisode est complètement différent. Donc, on connaît l'histoire, non? Judith s'introduit dans les camps des Holoferne, des Nabucodonosor, qui avaient assiégé la ville d'Étulie.
elle décapite Holoferne et la tête est jetée dans les sacs portés par sa mère. Donc la tête est jetée dans les sacs portés par sa mère, donc pas posée sur un plateau. Donc là, on a deux signes, apparemment, au moins deux indices qui nous disent deux choses différentes. D'un côté, l'épée qui semble indiquer qu'il s'agit de Judith avec la tête de Holoferne, et de l'autre côté, les plateaux qui semblent indiquer qu'il s'agit de Salomé avec la tête de Jean-Baptiste. Donc quelle est la réponse? Donc selon Banowski, on n'arrive pas à comprendre aujourd'hui, pour question des changements d'époque. C'est-à-dire qu'à l'époque où les tableaux avaient été peints, dans l'Italie du Nord, dans le XVIIe siècle, il y avait eu une sorte de transfert culturel pour lesquels toute tête coupée des épisodes bibliques était représentée sur un plateau. C'était quelque chose que les gens de l'époque pouvaient évidemment comprendre, vu qu'ils avaient beaucoup de tableaux autour d'eux qui représentaient des épisodes bibliques de cette manière, mais c'est un référent culturel qu'aujourd'hui on a évidemment oublié. Et donc, afin de comprendre même vraiment les sujets de la peinture, ici on aurait besoin de replonger et recontextualiser les tableaux. Donc on aurait besoin de nous remettre dans les référents de l'époque afin de pouvoir bien comprendre de quoi il s'agit. Une recontextualisation, donc une éditorialisation explicite, intentionnelle, serait donc nécessaire afin de comprendre, par exemple, dans ce cas, qu'il s'agit de Judith et Holoferne et non pas des Salomé et Jean-Baptiste. Pour citer Hartley, on pourrait dire que le passé est un pays étranger et que les choses se font différemment là-bas, ce qui met les choses d'un point de vue des changements culturels. Il s'agit d'un pays étranger, donc comme si on allait ailleurs, comme si on allait et on essayait de comprendre l'actualité d'un pays lointain et qu'on n'y arrivait pas, justement parce qu'on n'a pas la même culture, on n'a pas les mêmes référents culturels qui nous permettent de comprendre, qui nous permettent de mettre en contexte la situation de l'époque. Du point de vue du temps, ça va. On a donc un problème d'éditorialisation pour les documents. On a un problème du moins du fait qu'il faudrait expliciter les référents socioculturels utiles pour comprendre les documents du passé. Si l'on prend cet autre exemple, lors de mes recherches doctorales, j'avais eu l'occasion de travailler surtout sur un corpus d'allocution du général de Gaulle. Moi, je suis italien, donc quand je suis arrivé en France, j'ai commencé ma thèse, je ne connaissais pas parfaitement l'histoire du général de Gaulle, de l'arrivée de la Ve République. Donc mon directeur de thèse, il était très malin, il m'a dit essaie de travailler sur les passages à la Ve République. Et donc je me suis retrouvé dans une situation parfaite du point de vue de l'étude, de l'analyse, qui était celle de ne pas connaître, de ne pas avoir les bonnes sources pour comprendre les documents. Donc je me retrouve sur RINA.fr, je cherche les allocutions télévisées du général de Gaulle, je trouve beaucoup de petites phrases, et j'en trouve une en particulier sur laquelle on avait décidé de travailler, qui est celle qu'il a donnée à une conférence de presse le 19 mai 1958, donc juste après la traversée du désert, avant son retour au pouvoir, quand on l'appelait pour la crise qu'il y avait avec l'Algérie, donc avant le rétablissement du gouvernement par lui et donc la constitution de la Ve République. Et dans cette allocution télévisée qui dure 1h30, sur laquelle j'ai eu l'occasion de travailler, que j'ai analysé, et bien à la fin de l'allocution, toute l'allocution est très intéressante, elle soulève pas mal de questions politiques, économiques, historiques pour l'époque, et même les tons qu'il donne est très particulier et très intéressant pour aller en profondeur sur un moment qui est un moment charnière entre deux États de la République. Eh bien, à la fin, comme vous savez, il y a un journaliste qui pose une question et il demande si il avait intention de garantir les libertés républiques
de la République fondamentale. Et là, De Gaulle sursaute et il répond « Pourquoi voulez-vous qu'à 67 ans, je commence une carrière de dictateur ?» La petite phrase donc est restée dans l'histoire, comme beaucoup d'autres petites phrases. Et vous voyez donc qu'ici, dans ENA.fr, on a extrait les documents, donc même l'extraction du document est quelque chose de très important et qui est dû justement à la rémédiation. On a besoin d'une image très courte. On a besoin de montrer, on ne peut pas montrer une allocution télévisée d'une heure et demie justement pour les problèmes esthétiques que l'on vient de citer. On n'aura pas la possibilité de plonger dans les documents du début à la fin, donc afin de donner des éléments simples qui puissent être regardés tout simplement, il faut quelque chose de très court, il faut quelque chose qui impacte l'usager directement, donc avec un cadre bien défini et qu'on n'a pas besoin d'interpréter et de regarder le mouvement. Donc on extrait juste la petite phrase et comme vous voyez on met un titre qui est Charles de Gaulle et la carrière des dictateurs, on a une indexation, donc divertissement, humour. Et à côté aussi, c'est important, on a les vidéos similaires, et donc les vidéos similaires, ils agissent comme des interprétants en quelque sorte. On voit d'autres petites phrases, donc d'autres documents du même type, et donc d'autres phrases plus ou moins rigolotes du général de Gaulle, et qui nous donnent donc une interprétation du document très précise, qui est celle du divertissement. Or, évidemment, la petite phrase n'est pas juste du divertissement, mais ça permet de souligner pas mal des problèmes historiques de l'époque. Et d'ailleurs, la rhétorique gaullienne est quand même assez amusante. C'est-à-dire que tout le monde avait sur la bouche l'envie de parler de dictature, personne ne le disait, mais c'est De Gaulle même qui le dit, mais il utilise les régimes de la blague, et donc il met les termes dictature dans les régimes de la blague afin de baisser les pouvoirs et la crainte du terme, de ce que les termes pouvaient signifier. Donc de ce point de vue, l'éditorialisation, la remise en contexte faite par l'INA, évidemment, ne marche pas, c'est-à-dire qu'elle nous conduit sur une interprétation de divertissement qui ne tient pas compte de la complexité historique de l'époque. Et lors de ma recherche, j'avais été au mémorial de Colombey les deux églises, mémorial très beau à voir à 3 heures de Paris, et où on a la même allocution télévisée, montrée dans un dispositif très particulier qui avait été d'ailleurs mis en place par l'INA elle-même. Et juste à côté, on a toutes les unes des journaux du 20 mai 1958 où on voit que le terme de dictature n'est pas utilisé du point de vue de la blague. Et donc, voilà, manœuvre de pression pour ouvrir à De Gaulle la loi de la dictature, alerte au fascisme, et quand le général se prend pour les maréchals. Donc, il est quand même intéressant de penser que si l'on voulait éditorialiser ces documents, par exemple, sans forcément donner une interprétation très précise de l'allocution télévisée, et déjà donner le contexte, et par contexte donner d'autres documents d'archives, qu'il s'agisse d'autres documents audiovisuels ou des unes des journaux de l'époque, permet de reconstruire, permet de recontextualiser, ou du moins de nous donner des repères interprétatifs qui peuvent non pas nous donner une interprétation du document, qui évidemment n'est pas possible, mais du moins empêcher les mauvaises interprétations. Au moins limiter ce que l'on ne devrait pas penser, plutôt que donner une seule interprétation possible, en laissant quand même des ouvertures et des marges d'interprétation. Je vais essayer de ne pas être trop long, mais je pense que dans cet exemple, en quelque sorte, les deux questions convergent, donc la question de la rémédiation et donc la question du changement du médium, que l'on retrouve dans les faits qu'on a dû extraire une courte vidéo à partir d'une allocution qui durait 1 heure et demie, et que l'on a donc dû adapter la vidéo pour les publics et pour les médiums d'un site internet qui reprend les styles de YouTube. Et de l'autre côté, un problème des changements historiques,
et donc du fait qu'on n'a pas les bons repères, qu'on n'a pas les bons référents culturels et historiques de l'époque pour comprendre les documents comme il faudrait les faire. Or, au cours de mes recherches, et également dans mon livre, les buts que l'INA m'avait donnés étaient celui de trouver en quelque sorte des directives, c'est-à-dire de proposer des solutions afin de mieux éditorialiser les documents. Et j'avais donc essayé de donner un ton prescriptif à mes recherches afin de trouver quelles pouvaient être les méthodes, quels pouvaient être les bons éléments interprétatifs que l'on pouvait mettre en place afin de déterminer des bonnes interprétations ou du moins d'empêcher les mauvaises. Ça, c'était la chose à laquelle j'étais arrivé. Trouver en d'autres termes des solutions à ces deux problèmes, des solutions d'éditorialisation afin d'empêcher les mauvaises interprétations, et résoudre la tension qui est encore une fois consubstantielle à la nature même des archives publiées. Là, on parle toujours d'archives publiées, je répète, je ne tiens pas compte des archives dans les contextes des recherches. Mais donc la tension entre une préoccupation donc éthique, qui est celle de rediffuser en sauvegardant la lisibilité, l'intelligibilité du document, et en même temps une ouverture interprétative, donc l'effet de laisser des marges aux usagers, que l'on pourrait qualifier quand même des médiatiques. C'est-à-dire qu'une institution patrimoniale comme l'INA fait face à une tension entre ces deux pôles qui sont d'un côté une préoccupation éthique, une préoccupation que l'on pourrait appeler philologique, c'est-à-dire qu'il faut faire gaffe à ne pas mettre en cause l'authenticité, la fiabilité de ces archives, et de l'autre il y a quand même une préoccupation médiatique, c'est-à-dire celle de devoir rendre intéressant ces archives pour son public et qui rentre dans des questions qui sont propres aux logiques des industries culturelles. Finalement, l'INA devient aujourd'hui un acteur des industries culturelles vu qu'elle participe à l'espace médiatique des industries culturelles en publiant ces documents. L'archive pour l'INA, c'est un contenu qu'il s'agit de rediffuser, et il faut que ce contenu soit intéressant pour le grand public si on veut que les publics les regardent. Donc, il n'aurait pas de sens de publier des allocutions d'une heure et demie qui ne seraient regardées par personne. Il faudrait quand même tenir compte donc, de ces changements des médias. Or, aujourd'hui, je me rends de plus en plus compte qu'en fait, ces solutions que j'avais essayé de trouver n'ont pas grand intérêt. La question, à mon avis, devrait être appréhendée ou qu'il faudrait quand même la mettre en place en amont comme un choix des priorités entre la volonté de tout publier en déléguant à la technique l'acte de l'éditorialisation, et c'est quelque chose que l'on dit souvent à l'INA, on publie tout, on numérise tout, et ensuite on va voir si éditorialiser. Aujourd'hui, on ne les fait pas, car on n'a pas les moyens d'un côté technique, mais surtout des moyens humains pour les faire. On n'a pas assez de gens qui peuvent s'occuper de chacune des allocations de De Gaulle de cette manière. On aurait besoin de trop de gens, on ne peut pas le faire. En attendant, on publie tout et les problèmes qui vont se poser se poseront ensuite. Et donc, il y a, au lieu de voir d'un côté un problème entre l'éditorialisation humaine et la mise en ligne technique des documents, et la volonté de les réinterpréter, donc, il faudrait peut-être changer d'attitude, non pas donc publier et ensuite voir ce que l'on peut éditorialiser, mais plutôt travailler à des œuvres éditoriales et publier ce qu'il nous faut afin de concevoir un discours sur le passé. Et donc ne pas considérer les archives comme la source, justement, ne pas considérer les archives comme l'objet du savoir, mais considérer que c'est le discours sur le passé qui est l'objet du savoir, et le discours sur le passé peut s'appuyer sur des documents d'archives. Inverser donc tout simplement la perspective qui est habituellement mise en place par la plupart des politiques en matière, et je répète que ces politiques sont des politiques tout à fait prescriptives pour les institutions patrimoniales, qu'il s'agisse de la BNF, de l'INA,
de la RAI en Italie ou de la BBC en Angleterre, car c'est dans les recommandations de la Commission européenne que l'on incite les États et les institutions patrimoniales à se comporter de cette manière avec les archives. Je pense donc que le rôle un rôle qu'on pourrait donner aux humanistes numériques, si on peut les appeler comme ça, est celui de donner des bases théoriques, de mettre en avant les problèmes éthiques et de comprendre l'arrivée du numérique d'un point de vue des valeurs, au lieu plutôt de s'adapter à la technique et d'essayer de résoudre les questions éthiques ensuite. Et je vais donc m'arrêter en citant Saint-Exupéry, qui affirmait qu'il se forme une piètre idée de la culture, celui qui croit qu'elle repose sur la mémoire des formules. Merci. Merci beaucoup.